Mercedes Serra, bonjour. Bonjour. Vous êtes la plus grande chef d'entreprise en France dans le domaine de la pub et de la communication. Vous dirigez Havas Worldwide et vous avez cofondé l'agence BETC. Vous êtes d'origine espagnole et vous avez Catalane. Pardon, catalane en effet, donc en Espagne. Et vous avez changé notre regard sur le parcours d'une femme issue de l'immigration. Alors on va voir avec vous comment vous en êtes arrivé là. Mais avant, je voudrais qu'on regarde l'écran et vous faire réagir sur ce mot, pionnière. C'est un peu vous, non ? Alors, je ne pense pas tous les jours au fait d'être pionnière, mais ce qui m'est arrivé, c'est d'être souvent la première femme qui dirigeait une très grande agence de communication, première femme qui allait à l'association des agences conseils en communication et qui est rentrée, il n'y avait que des hommes, première femme à devenir la présidente de cette association, première femme à devenir à HEC présidente des alumni. C'est-à-dire des anciens élèves. Qu'est-ce qu'on ressent à être toujours pionnière dans quelque chose? En fait, ça m'a un peu forcée parce que je ne voulais pas que les femmes ne rentrent pas. Il y a des choses qui me plaisaient naturellement et il y a des choses précédentes des anciens élèves d'HEC. C'est pas un but en soi. C'était pas un but en soi, mais je trouvais qu'on manquait vraiment trop de femmes et qu'il fallait ouvrir les portes. Vous êtes né en Espagne, vous avez immigré en France avec vos parents quand vous aviez 5 ans. Oui. Et vous avez coutume de dire que vous êtes devenue féministe à l'âge de 5 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'ai l'impression que le fait de voir ma maman, mon papa, comment les choses se partageaient entre eux, l'histoire de ma maman, j'avais plus envie de vivre la vie de mon papa que de celle de ma maman. En fait, très très vite, j'ai eu l'impression que c'était plus fatigant ce qu'elle faisait et moins intéressant, et que lui s'amusait davantage, alors que pourtant il allait travailler, on racontait des choses comme ça, il travaillait beaucoup. Mais moi, j'avais le sentiment que, en fait, c'était pas très marrant la vie qu'elle menait. Parce que quand elle est arrivée en France, elle a eu un déclassement social. C'est-à-dire, on est arrivé en France, on était de la petite bourgeoisie et on est passé à plutôt pas aisé, quoi. Mais avec toujours cette image de la petite bourgeoisie catalane. Donc ma maman, elle mettait des belles robes, elle était très jolie, etc. Donc la France a été pour elle un choc. Mais surtout, ma maman n'est pas conformiste et elle n'était pas idéalement faite pour tenir une maison, s'occuper d'être à l'heure, s'occuper de faire la cuisine. Elle avait horreur de ça. Elle voulait venir à la cantine avec moi. Quand vous étiez à l'école. Mais oui, elle était... et du coup, ça me donnait pas une image conventionnelle de maman heureuse à la maison. Et moi, j'avais le sentiment que finalement, c'était assez pénible quand elle était enceinte. Jusqu'au bout, elle travaillait. On a oublié ça. Quand les filles sont enceintes, on s'arrête 4 mois, tout ça. Même ma maman, elle ne s'arrêtait pas. Les enfants étaient là, elle continuait à travailler. Il fallait qu'elle tienne la maison. Absolument. Donc très vite, je me suis dit, c'est pas cool, là, l'échange, le partage, là. C'est pas totalement au point. Et donc comme j'étais simple... Vous identifiez plutôt au fait que votre père, lui, il part travailler et il s'amuse en travaillant. Je me dis que c'est plus rigolo. Et je me dis que je vais avoir une vie rigolote. Et pour ça, il faut aller à l'école, être éduqué. Ça va vous aider, mais au départ, vous ne parlez pas un mot de français. Évidemment, j'arrive en France, c'est rien, j'ai 6 ans en fait. Et je ne parle pas un mot de français, je ne parle même pas espagnol parce que je parle catalan. Donc les gens me parlent espagnol, je me dis mais c'est n'importe quoi. Je dis à ma maman, mais tu me dis ce que je parle exactement, parce que j'avais l'impression de n'être de nulle part. Je suis un peu moquée, dès que je tente un truc, c'est... les enfants, c'est dur, hein, les enfants, ça fait pas de cadeaux. Donc ça se moque vite. Je m'appelle Mercedes, c'est juste ridicule pour une petite fille ou un petit garçon. Vous aimeriez vous appeler comment ? Martine à l'époque, j'adorais. Être normal. Martine à l'école, Martine va à la plage. Je disais à ma maman, c'est tellement magnifique. Elle me regardait avec des grands yeux. Martine, t'aimes bien ? Ben oui, mais il faut assumer. Et en même temps, donc, face à la moquerie, face au fait que vous ne savez pas parler français, comment précisément vous allez faire ? Comment vous allez avoir cette résilience ? Non, mais c'est assez simple. Les enfants, c'est toujours quand on les bouge comme ça, et puis quand même, j'étais pas en danger, j'avais des parents aimants, ça va, quoi. Hein, j'avais à manger, tout allait bien. Et puis des parents qui étaient sympas.
Donc, je décide Il n'y a aucune d'apprendre. souffrance? Non, non, il n'y a pas de souffrance. À ce moment-là, il n'y a pas de souffrance. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'était coupé et que maintenant, il fallait avancer et qu'on n'allait pas discuter. Et donc, avancer, c'était apprendre ce magnifique français. Mais vous allez vous taire pendant des mois. Bah oui, parce que je ne veux pas qu'ils se moquent. Donc, je me dis, je vais apprendre. Quand je saurai, je parlerai. Et vous apprenez où? France Inter. Vous écoutez France Inter chez J'écoute vous. France Inter tout le temps. Vous avez 6 ans. Ouais, j'écoute. J'adore le français. Je trouve ça magique. C'est-à-dire que la sonorité, la Ouais, musicalité. mais je pense que nul ne peut aimer autant une langue que quand on vient de l'étranger. Et quand cette langue permet l'intégration. Elle est magique, cette langue. C'est pas juste une langue. C'est que si je parle comme ça, aussi jolie que la dame qui parle à 9h, que Pierre Bouteiller ou je ne sais trop quoi, si je parle comme eux, c'est gagné. Et donc, vous allez vous taire et revenir à la parole en classe lorsque vous aurez tout intégré? Oui. Pourquoi? À peu C'est comme, près, c'est ça comme a une pris- forme de revanche? Non, je sais pas. Non, c'était simple. Je veux pas qu'ils se moquent. Et à un moment, ça c'est sorti. Mais je sais même pas quand, comment c'est sorti. C'était toujours la première année scolaire. Et ils ont halluciné quand ils vous ont entendu parler? Ah oui, je parlais très bien. J'avais pas d'accent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh ben, ça y est, moi j'étais première à la fin de l'année scolaire. J'étais première en français. Donc, à force de travail, vous allez... Force d'écoute, d'importance. Donc vous allez faire des brillantes études, vous passez votre bac avec mention très bien, et vous avez un rêve, devenir professeur de français. Vous, la petite Catalane, veut devenir professeur de français. En fait, je n'ai pas choisi, c'est-à-dire que comme le français c'était tellement important, je ne me voyais que professeur de français. Vous devenez prof de français, votre rêve. Oui, je fais des hypocaïnes, des caïnes, donc c'est génial. On coule dans Proust, on coule dans tout ça, et je deviens prof de français. Et là, votre Et là- rêve se fracasse sur la réalité. Oui, alors c'était pas très grave. Je me suis dit, mais c'est Qu'est-ce qui bien. s'est passé C'était pas très grave. Il s'est passé que j'étais pas faite pour être fonctionnaire. J'étais pas faite. J'avais déjà une attitude très critique face à l'enseignement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me disais, ça va, ils sont adorables, les enfants, ils m'écoutent, mais qu'est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'on les sort vraiment de là où ils sont? Vous essayez de remettre en cause le programme pédagogique, la façon d'apprendre. Je cherche, je n'ai jamais fait de pédagogie, puisque quand on est prof de français, on n'a jamais fait de pédagogie. On n'a jamais appris à apprendre. J'ai une assez grande naturalité, parce que j'ai une oralité facile et une empathie. Mais je veux discuter avec les autres profs. Tout le monde se dit c'est la petite jeune. Donc vous trouvez que le système est un peu rigide? Voilà, c'est figé pour moi. C'est figé, ça ne discute pas assez, on n'a pas de projet commun. Je me dis, oula. Et vous voulez gagner de l'argent, j'imagine? Je veux gagner de l'argent. Oui, j'aime pas non plus le fait de Je dis ça à l'aune de ce que vous avez fait derrière. Non, vous avez raison. J'aime pas l'idée que je vais travailler beaucoup, parce que c'est ma nature. Et rien ne va bouger. Alors, vous allez changer totalement d'univers. Vous allez faire HEC, des études donc de commerce, et puis, par le biais d'un stage, vous allez rentrer dans la pub dans une très grande agence. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la pub? En fait, au début, rien. Quand je suis rentrée, c'était comme un monde un peu abstrait. Je n'avais jamais regardé. Oui, c'était par hasard. Voilà, Boum, je m'étais dit, voilà. Et puis parce qu'on voyait bien à HEC que j'avais un certain don pour le marketing. Parce qu'en fait, le marketing, ce gros mot qui est utilisé, c'est la compréhension des gens. Donc j'avais les sciences humaines derrière moi. En fait, j'avais une excellente formation parce qu'on oppose souvent, et en France, tant que j'avais pas fait HEC, on considérait que ces études de lettres ne m'avaient pas structurée. En fait, c'est le contraire. C'est-à-dire? Ce sont ces études de sociologie, de psychologie, littéraire, de dissertation, qui sont très structurantes pour ce métier. Donc j'ai été armée par mes études Ça ajoute à ça votre curiosité pour les gens. Et je rentre dans un lieu où je m'aperçois que dès qu'on rentre, on peut faire bouger les choses, faire bouger les lignes. Moi, j'aime bien ça. Par une campagne de pub, vous voulez dire? Par une campagne de pub, mais aussi
toute jeune, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un univers trop compliqué. Si la petite jeune, elle veut vraiment travailler plus, elle travaille plus. Si elle prend la main, elle finit par prendre la main. Et la conséquence de ça, c'est que très rapidement, vous allez être embauché par une très grande agence alors que vous avez commencé comme stagiaire et votre patron, lors de votre embauche, vous dit c'est la première fois que j'engage une femme. Il n'y avait pas de femmes dans les agences ? Non. Pas beaucoup, pas tant que ça. Il y avait quelques... Les standardistes. Oui, il y avait des standardistes, il y avait des secrétaires, mais dans le métier, ce qu'on appelle le métier de la création, de la stratégie, c'était plutôt masculin. Et il ajoute, non seulement c'est la première fois que j'embauche une femme, mais en plus, ça va être très difficile pour vous. Non, ça va être difficile. Je n'ai pas embauché, il m'a dit, je n'ai pas embauché de femmes jusqu'ici parce que c'est très difficile. Encourageant. Et moi, j'ai dit, bon, ben ça va, si c'est très difficile, on va y arriver. Vous n'avez pas peur? Non, puis il était pas antipathique, je l'ai toujours trouvé sympa après. Il était étonné. Mais il était étonné parce qu'il y a de quoi s'étonner, c'est drôle qu'il n'y ait pas de femme. Mais une jeune femme comme ça, qui arrive dans un milieu d'hommes, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi facile que si vous étiez un homme? Non, pour moi, il ne s'est rien passé. À ce moment-là, j'étais très jeune. Donc, il ne s'est rien passé de bien grave, puisque de toute façon, comme j'ai eu la chance d'être, je ne sais pas, moi, piquée par ma maman, par mon papa, je ne sais pas, je ne me posais pas de questions. Donc, j'étais contente. Mais vous observez, enfin, vous voyez bien les attitudes des uns et des autres. Oui, mais finalement... Après que ça ne vous touche pas, c'est une chose, mais est-ce que vous observez des comportements particuliers? Non, c'est pas là. On commence déjà, je sens que mon authenticité, plus que d'ailleurs ma féminité, dérange parfois, parce que je dis la vérité. Donc, voilà, j'ai pas peur, et donc je dis, quand quelque chose me bouleverse, je le dis. Quand un client me parle mal, je dis non mais ça va pas le faire. Et donc tout le monde autour de moi s'inquiète en se disant mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je raconte la vérité. Et après, c'est passionnant parce que c'est un métier de recherche de sens, finalement, les gens ne comprennent pas, mais la publicité, c'est quelque chose qui existe depuis le début du monde. C'est-à-dire, quand on a fait un produit et qu'on l'aime bien, ben on raconte qu'il est bien. Et si on ne le raconte pas, les gens n'accèdent pas au produit. Donc, c'est une chose très importante. Et ça, c'est pour un produit, pour une marque, pour un être humain, pour les hommes politiques. Donc, tout d'un coup, je vois des tas de sujets, des sujets de pensée, des sujets d'invention de stratégie, de création. Je m'amuse. Et alors, justement, la première campagne qui va vous faire décoller, la campagne qui va vraiment vous faire décoller, c'est celle-ci. Wrangler, taillé pour l'aventure. C'est ma première campagne. Donc, je me suis battue pour ça. Parce que, en fait, les images fortes ne s'imposent jamais facilement. Les idées, même simples, belles, puissantes, elles sont toujours difficiles. Parce qu'une idée, elle est fragile. Et là, c'est une idée très simple. Le jean, c'est un vêtement seconde peau, en fait. Le jean, c'est que nous ont amené nos Américains, qui était si différent de la façon dont se vêtaient les Français. Qu'est-ce qu'ils avaient découvert dans ces Américains? C'est que le corps parlait. Et qui s'exprimait puisqu'il prenait la forme du jean. Mais mettre un jean à un fœtus... Et du coup, pour dire un peu cette intimité ou cette chose un peu particulière de ce produit un peu magique, le fœtus le raconte formidablement. C'est comme si c'était tellement lié au corps qu'on peut naître avec. C'est comme une seconde peau. Donc, ça a changé votre vie? Non, une campagne ne change pas. Non, rien n'a changé. Ce qui a changé ma vie, c'est que j'ai eu la chance de trouver mon métier. Alors j'ai une idée très précise de la difficulté des gens pour trouver leur métier. Donc je trouve que c'est une chance. On m'aurait dit, tu vas être dans la publicité. J'aurais dit, ben non, moi c'est Proust. Donc aller découvrir son métier. Et la deuxième chose, c'est que j'avais la niaque, un sens très fort des responsabilités. Et voulez-vous que je vous dise, c'est assez rare. On a souvent accusé la pub d'être misogyne, avec une représentation des femmes, soit femmes-objets, soit femmes ménagères responsables des achats. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez dû participer à cela? Non, alors pour moi, la pub n'est pas misogyne, elle est la société. Elle est comme la société. C'est un peu
Quand on présente... Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas représenter les femmes ménagères. Parce que les femmes ne supportent plus de se voir comme ça. Mais et pourtant, si je racontais la vérité, c'est les femmes qui font le ménage. Certes, c'est assez rare, mais enfin, on a vu quand même certaines pubs qui donnaient quand même une perception de la femme comme étant une femme objet. Regardez par exemple cette campagne dans les années 80, « Demain j'enlève le bas ». Vous vous souvenez de cette pub? C'est pas du tout pour un maillot de bain, c'est pour un afficheur. Oui, non mais j'entends. Mais bien sûr, mais je vais vous dire un truc, ça me choque pas. Ça me choque pas, moi. Ça m'avait fait sourire à l'époque, on n'a plus droit. Parce que le corps libre des femmes, ça me choque pas énormément. Le corps toutes les histoires qu'on fait aujourd'hui sur ça me choque pas. Mais ça participe pas à une représentation objectifiée de la femme? Non, ça participe, comme toutes les fictions, comme toute la culture, à une image de la femme qui est sa réalité. Moi, je ne pense pas qu'il faut travailler, que l'enjeu... C'est de combattre cela. C'est de combattre ça. L'enjeu, c'est de donner du pouvoir aux femmes. Les représentations, elles sont importantes, mais elles ont beaucoup évolué. Elles ont évolué avec les gens. Alors, la publicité, c'est ce qu'il y a de plus sage dans les représentations. Pourquoi? Parce qu'on est très surveillé. Et du coup, on n'a pas droit. Les fictions... Ce que vous voyez sur l'Internet est beaucoup plus dur. Donc votre parcours est un parcours hors norme. Je le disais, vous êtes rentrée chez Saatchi, qui est une grande agence, comme stagiaire, pour devenir directrice générale de l'agence 8 ans plus tard. Puis ensuite, vous avez créé votre propre boîte, BETC. Aujourd'hui, vous dirigez près de 2000 personnes. Comment est-ce que vous avez pété ce fameux plafond de verre que les femmes disent subir tellement fortement lorsqu'elles ont l'ambition ? D'abord, je ne suis pas sûre que si j'avais été un homme, je ne serais pas allée plus haut, même si le plus haut, je m'en fiche un peu. Mais c'est la vraie réalité. Là, on n'est pas mal haut, quand même. Non, mais je vous assure que je pense que j'ai été freinée. Mais où? Je pense même aujourd'hui. Exemple. Je ne dirige pas concrètement tout à Basse. Parce que vous êtes une femme? Non, je n'en sais rien. Je dis que j'ai le feeling qu'on a donné à des hommes beaucoup plus médiocres des choses qu'on aurait pu me donner. Mais comment vous êtes allé jusque-là alors? Comment je suis allée jusqu'à là? C'est que j'ai eu la chance, d'abord, j'avais trouvé mon métier. Si vous avez du talent pour quelque chose, c'est mieux. Mais il y en a certains qui s'arrêtent à l'étage en dessous. Et c'est une chance. La deuxième chose, c'est que j'avais un sens très fort des responsabilités et du travail. J'aimais ça. Donc j'avais une passion pour ça. Donc ça, je pense qu'on ne monte pas sans cette passion. Mais en termes d'égalité de salaire, par exemple. Et après, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que je n'avais pas énormément d'angoisse dans ma tête. Je ne pensais pas que j'allais échouer dans ma vie privée parce que je travaillais. Et ça change beaucoup de choses. Si j'ai eu un levier, si j'ai eu une chance, c'est celle d'être choquée quand on me posait des questions autour de ma réussite privée, familiale, et que ces questions n'étaient jamais posées à un homme. Genre c'est normal, elle est célibataire, c'est normal, elle réussit, elle n'a pas d'enfant. Genre comment vous allez faire, pour combien de fois, mais même aujourd'hui. Donc la distinction homme-femme qui se joue là-dessus. Attendez, je suis convoquée au matinal le 8 mars, moi. Matinale de France Inter. Oui, pour la journée de la femme. La journée de la femme. Je n'ai pas que ça à dire. Donc, mais alors, est-ce que ça veut dire que vous n'avez jamais connu ce qui va être dit maintenant? Nous ne sommes pas à armes égales. Si je bafouille, si je me trompe, si je cite des chiffres faux, que dira-t-on après cette émission? On dira, voyons, bien sûr, les femmes, on ne peut pas compter sur elles. Et mon indignité... Personne ne pensera ça en vous voyant. Mais si, mon indignité rejaillira sur toutes les femmes. On se dira, ce qui serait injuste, parce que peut-être une autre aurait pu très bien faire le poids, comme on dit en face de vous. Mais si vous bafouillez, si vous n'êtes pas très bon, que dira-t-on? On dira, ce monsieur Foyer, il n'était pas formidable ce soir. Et aucun garde des Sceaux, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans l'avenir, n'emportera l'indignité, ni aucun homme. Vous vous reconnaissez dans les propos de Françoise Giroud? Oui, j'aime beaucoup les propos de Françoise Giroud. Mais oui, parce que je pense que moi, j'ai eu la chance pour avancer. Vous me demandez pourquoi j'ai avancé? Parce que j'étais un peu tranquille. Mais c'est évident que
la dureté extérieure, qu'on ne peut pas faire exactement la même chose qu'un homme, qu'à la télévision, par exemple, lorsqu'on vous dit « mais oui, intervenez, si j'interviens trop brutalement, on va dire que c'est un peu hystérique ». Donc il faut faire toujours très attention. Donc c'était Françoise qui avait dit on sera à égalité le jour où une femme incompétente dirigera quelque chose. J'y crois fortement. Je crois que... Bon, en fait, moi, et c'est pour ça que je me suis battue sur les quotas. Moi, je veux pas du tout... Les quotas de femmes dans les entreprises, sûr, et notamment partout, dans les conseils d'administration et même au plus haut niveau. Partout. Moi, j'ai pas du tout... je pense qu'il y a eu des quotas d'hommes jusqu'à aujourd'hui. C'était 100%. Donc, on ne va pas maintenant s'angoisser parce qu'il y a quelques quotas de femmes. Et pourquoi je me suis battue? Parce que je ne voulais pas que toutes les femmes soient obligées de me ressembler pour réussir. Moi, je suis très travailleuse. Je ne dors pas beaucoup. Est-ce que c'est ça qu'on doit aller raconter aux femmes, que pour réussir, il faut qu'elles soient comme moi? Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les choses, naturellement, montent des femmes et des hommes. Je crois à la mixité. Et je crois que ça, c'est un levier d'un monde meilleur. Est-ce que vous souffrez, par exemple, de certaines formes d'inégalité encore? Par exemple, sur le salaire? Non, là, je ne souffre plus, mais j'ai souffert parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait inégalité. Donc, quand je l'ai découvert... Vous avez combattu? J'ai combattu, bien sûr. Quand je l'ai découvert, mais je l'ai combattu, mais je n'ai pas gagné. Entre guillemets, il y a eu quand même de l'argent que je n'ai pas gagné. D'accord. Alors, vous avez une singularité parmi d'autres, c'est que votre conjoint et père de vos enfants ne travaille pas. C'est un homme au foyer. Est-ce que cela vous a aidé pour votre carrière? En partie, oui. Après, en partie, pas autant que ne l'imaginent les gens. C'est-à-dire que la légende voudrait que cet homme soit comme une femme qui règle tous les problèmes de la maison. Eh bien, la légende ne marche pas. Ah bon? Mon homme est un homme. Et donc, l'organisation de la maison, elle est quand même faite beaucoup par moi. Elle a été, moi, j'ai été beaucoup aidée par des nounous, donc par des femmes. Là où Jean-Paul, moi j'aurais préféré très honnêtement que Jean-Paul travaille parce que moi je n'arrive pas à regarder, à penser que ce qui est bien pour moi n'est pas bien pour l'autre. Ouais, vous n'avez pas de modèle inversé? Ben non, je pense que c'est intéressant l'équilibre dans la vie entre la maison, le travail, etc. Lui a voulu rester, après ça m'a donné certains avantages, une non-inquiétude quand je rentrais tard. Et puis vous avez incarné quelque chose en termes d'image. Oui, puis ça a aidé, bien sûr, ça a beaucoup aidé même les garçons ou les femmes. C'est quand même intéressant d'imaginer que c'est possible d'inverser. Voilà, c'est intéressant. Parce qu'on doit faire avancer les images de cet ordre, donc c'est intéressant. Et vous avez l'impression que les hommes évoluent aussi par rapport à ce que vous renvoyez? Oui, bien sûr, les femmes et les hommes ont évolué. Et ces émissions qui ont eu lieu, qui ont montré ça, combien de fois j'ai été arrêtée pour me dire merci pour ça. Donc d'une certaine façon, votre parcours devient une forme de manifeste féministe. Ça aide, en fait, le fait d'être concret, d'être humble et de raconter sa propre histoire a aidé à dire à beaucoup de femmes, c'est possible. Alors, vous managez des hommes, des femmes, je le disais, et on a beaucoup parlé récemment de la problématique de MeToo, avec l'emprise des hommes sur les femmes sur le lieu de travail. On sait assez peu de choses sur ce qui se passe dans votre domaine, qui est celui de la pub et de la communication. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet là-dessus? Il y a un sujet partout de MeToo. Mais il y a un sujet dans toutes les boîtes avec qui je travaille, dans les agences, etc. Donc il y a un sujet, bien sûr. Il y a des viols, regardez les chiffres en France. Vous y avez été confronté? Moi, on a été confronté à des cas. Mais après, si vous êtes très strict, vous vous mettez dehors. Vous êtes très violent. Si vous êtes très clair, les gens ont peur et ça se calme. Et en tant que manager, comment vous avez... Vous appliquez la loi. C'est-à-dire vous séparez de gens qui font ça. Et est-ce que le fait d'être une femme, vous avez le sentiment d'avoir pris davantage conscience de ce problème ou pas? Moi, j'étais dans une agence mixte. C'est-à-dire que mon associé est un homme et on n'a jamais accepté ça.
Je pense que les règles qu'on a mises dans l'agence, c'est des règles de pouvoir partagé. Donc ça change les choses, le pouvoir est partagé. Moi, ce que je n'aime pas dans le contexte MeToo, c'est très important. Mais moi, je n'ai pas envie de parler que des femmes en tant que victimes. Moi, ce que je veux, c'est leur donner la force pour qu'elles ne puissent pas le devenir, des victimes. Ça me fait froid dans le dos quand j'entends qu'il a fallu 20 ans pour qu'elles disent « Coucou, le monsieur, là, il nous dérangeait vraiment ». Je dis « Mais c'est quoi cette histoire ? 20 ans ?» Oui, c'est la culpabilisation vous agace. Ce qui m'agace, c'est que je pense qu'il faut doter les femmes. L'enjeu, c'est de doter les femmes de culture, d'école, de pouvoir. Quand on va avoir fait ça, ça n'empêchera pas tout, mais ça empêchera beaucoup de choses. Je pense que une des façons de se sortir de ça, c'est d'encourager les femmes à ce qu'elles soient libres, indépendantes, qu'elles puissent... Ça ne va pas tout régler. Ensuite, on règle les problèmes aussi par la loi. Moi, je suis très partisane de la loi. On a fait des campagnes de pub. J'en ai beaucoup participé à toutes les dernières campagnes pour les femmes battues, parce que c'est un drame, le féminicide. On utilise des mots qu'on n'a jamais utilisés, féminicide. Donc tout ça, c'est important. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais eu peur ? Je ne sais pas pourquoi j'ai pas peur. J'ai été faite pour être confrontée à du dur. Et donc, très vite, la responsabilité familiale, je l'ai prise. Ma maman, quand elle n'allait pas bien, je la secouais, elle me le raconte. Elle me dit, mais tu me disais, voilà, je vais faire la vaisselle, on va faire ça ensemble. Donc ça, c'était prioritaire et le reste glissait sur vous ? Et j'étais l'aînée. Donc, j'ai développé un sens de la responsabilité. Et très fort, très, très intense, trop intense. Parfois, de temps en temps, je me dis, je me calme, je ne suis pas responsable quand même de tout. Je n'ai jamais aimé la plainte. Je n'allais pas me plaindre parce que les petits garçons se moquaient de moi, quoi. Je m'en fichais, je me disais comment on fait pour résister à ça. Donc, pas être victime, mais faire les choses. Faire les choses. Et avancer. Le mot que je... Là où c'est très difficile pour moi, c'est quand on m'empêche de faire. Et d'ailleurs, je pense que le pouvoir ne sert qu'à faire. Et que de temps en temps, quand je sens que le pouvoir, c'est autre chose que le faire, je m'agace. Après... je dis ce que je pense, donc j'ai dit ça. J'ai souvent raconté que je n'avais pas d'admiration pour des gens qui étaient au-dessus de moi et qui croyaient qu'ils étaient très importants. Parce que c'est pas ça pour moi l'importance. C'est les êtres humains, la dame qui fait le ménage, le monsieur qui réfléchit à comment construire un mur. Vous êtes dans le concret. Demain, l'avenir, c'est quoi ? On va continuer à faire. On a plein de choses à faire. J'ai le musée de l'immigration, c'est absolument formidable. Oui, dont vous êtes la présidente. Dont je suis la présidente. C'est un vrai enjeu, moi je crois. Mais au-delà de ça. Mais non, il n'y a pas de au-delà. Il n'y a pas au-delà, c'est là. Non, il n'y a pas au-delà. Il faut faire, il faut continuer à construire. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et moi j'aime bien en être, quoi. Ne pas dire que ça ne va pas. Donc, en être. Agir. Les femmes, faut aider. Il faut se battre, là. On me dit, mais il n'y a rien de réglé. Il n'y a rien de réglé sur les droits humains des femmes. Il y a urgence qu'on s'y mette tous. Il n'y a rien de réglé. Donc, c'est de la politique, un peu. Oui, moi, je crois beaucoup que quand on est dans le civil comme moi, on a une puissance politique extrêmement importante. On peut faire que la loi quota, elle passe. On peut faire que, finalement, on lutte contre le racisme. Agir sur les événements et agir sur les choses. On peut faire des tas de choses. Et ça, c'est bien. Merci. Merci beaucoup.